Mesdames, Messieurs, bonsoir. Encore une fois, merci pour votre fidélité à l'émission Son de Tour, dont on nous dit que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre. L'émission de ce soir a pour thématique la crise en RDC, en RCA et au Mali. À quoi servent les armées africaines? Le thème de ce soir, crise en RDC, en RCA et au Mali. À quoi servent les armées africaines? Avant tout propos, permettez-moi au nom du groupe DRTV International et de son promoteur de vous souhaiter nos voeux les meilleurs pour cette nouvelle année 2013 qui pour certains a commencé de bien bonne manière et pour d'autres par un torrent de larmes tant le deuil et la désolation ont meurtri les cœurs de certaines familles. En ce jour, mardi 12 février 2013, date de notre reprise Son de Tour, permettez que j'adresse mes condoléances les plus émues à la famille du président Martin Itoie, qui était un des habitués de Son de Tour, où il ne manquait aucune occasion. Souvent, il y participait lui-même, à défaut de déléguer un membre de la CARESCO ou de la PEC lorsque nous en faisions la demande. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère, lui qui nous a toujours couverts de son affection, de ses conseils éclairés et qui a toujours marqué sa disponibilité chaque fois que de besoin. Adieu, cher aîné. Nous allons, pour lui rendre hommage, suivre un court extrait de l'émission que nous avons consacrée à la rentrée scolaire 2011, si je ne me trompe pas. Et il était parmi les invités. Et vous aurez compris, cette voix, vous l'écouterez toujours, mais ce visage, vous ne le reverrez plus jamais, parce qu'il a été porté en terre cet après-midi en recevant l'hommage de la République. À la régie, si vous êtes prêts, un court extrait du président Martin Itoie, et après nous reviendrons sur ce plateau pour traiter du sujet qui est le sujet d'actualité. À quoi servent les armées africaines? À la régie, si vous êtes prêts, un extrait. Il faut des moyens. Il faut des moyens énormes. Il faut construire des bonnes conditions d'études. Est-ce que tout ça est fait? Ça, c'est la question. Ensuite, nous avons notre université Marine Ngouabi n'a toujours pas les ressources nécessaires pour travailler. Il faut le dire. Donc, il faut qu'il y ait les moyens pour permettre à ce que cette université puisse travailler avec les ambitions que l'on souhaite. Et la recherche manque à ce niveau. Les enseignants, il y a un déficit à ce niveau-là. Et puis, il faut construire notre université. Il faut maintenant aller vers faire que l'université se rapproche de nos jeunes, dans la Songa, dans la cuvette ouest, dans le poule à côté, les plateaux. Et ça, c'est prévu, je le sais. Il faut donc qu'on retienne qu'il faut aujourd'hui mettre le paquet pour que notre université actuelle soit au top niveau et qu'on puisse effectivement construire notre université dans le département pour que le Congo ait les possibilités de former ces jeunes. Non, finalement, ça ressemble au miracle lorsqu'on voit que parfois des Congolais sont imprimés par... Voilà, ce court extrait, je crois que en temps utile, nous allons rediffuser l'intégralité de ce document. Mais je m'en vais présenter mes invités avant de leur demander leur réaction à la suite de la disparition du président Martin Itoie. Nous avons l'honneur d'inviter ce soir sur ce plateau notre ami Labi Mebou. Bonjour, monsieur Labi. Bonsoir. Un habitué et un nouveau qui vient d'intégrer le groupe très select de Son de Tour, monsieur Jean-Jacques Bayonne Castador. Bonsoir, mon cher ami. Bonsoir. Et bienvenue à Son de Tour. Monsieur Jean-Pierre Bembo, qui est universitaire, juriste, membre
du mouvement de la libération du Congo, donc MLC, parti de M. Jean-Pierre Bemba, qui est en détention aujourd'hui à La Haye. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et enfin, notre ami Ebetas Bissat, Radio Raza ou bien ex-Radio Raza, comme on dit. Bon, je reste présent, l'homme de médias. L'homme de médias. Merci. Cher ami, on vient de voir cet extrait, peut-être avoir votre réaction. Vous qui avez eu aussi, sur d'autres cieux, dans d'autres organes, l'occasion de rencontrer M. Martin Itoa, sa disparition. Ben, je réagis en premier pour dire que c'est peut-être l'imprévisible, mais c'est du déjà connu, puisque nous sommes tous censés savoir que la mort, c'est l'après-vie. Comme chez nous, les hommes, les morts ont l'honneur des larmes, on ne peut s'empêcher de regretter la disparition d'un frère, d'un parent, qui pour certains était même un ami. Pour ne parler que du cas des médias, lorsque nous le recevions, vous avez dit tout à l'heure, dans votre introduction, un monsieur qui était toujours présent. Ce court extrait que vous venez de sélectionner dit tout sur ce qu'a été le combat de l'homme, sa conviction, sa vision sur le système éducatif congolais. Je crois que ce qui marquera de tout temps l'histoire de l'homme, et aujourd'hui on retiendrait peut-être de sa disparition ses actes, ses œuvres en ce qui concerne le système éducatif congolais. Voilà un peu en bref ce que je peux dire sur ce grand monsieur qui a aimé l'école et qui était toujours présent pour défendre les acquis et essayer de se battre pour l'avenir de la jeunesse. Mon cher Labi, Radio Liberté, à l'époque où vous étiez le plus puissant des animateurs. Merci beaucoup, monsieur Sony. Martin Itoa, président de l'association des parents d'élèves et étudiants du Congo, président de l'association panafricaine des parents d'élèves et étudiants de l'Afrique, fut un homme aussi très brillant, aussi compréhensible, mais ce que j'ai remarqué en Martin Itoa, à l'époque j'étais directeur des programmes de Radio Liberté et ensuite rédacteur en chef de Radio Liberté. Quand j'ai invité Martin Itoa, en tout cas même à 24 heures, Martin Itoa arrivait. La mort, puisque le jour où ils ont enregistré l'émission aux grands travaux qui célébraient les 10 ans d'existence, ils ont diffusé cette émission le soir, et ce soir-là, j'ai suivi l'émission des grands travaux. J'ai vu, quand je dis, tiens, c'est le président Martin Itoa, et le lendemain, j'apprends qu'il est mort. Vous savez que ça m'a marqué, parce que j'ai même son numéro de téléphone dans mon portable, Martin Itoa, et j'ai été dans son salon, au rond-point Mongalila, on en a discuté beaucoup de choses sur la société civile, peut-être aussi sur les partis politiques. Je ne peux pas aussi l'évoquer aujourd'hui, mais la mort, comme on dit, c'est le chemin de tout le monde. Voilà. Merci, mon cher Labi. Bon, pour les deux autres, je vois que ceux qui ont le plus côtoyé Martin et toi sont ceux qui étaient proches des médias. Enfin, je ne vous ferai pas les jeux de ne pas demander votre réaction. Je suppose que, comme tout le monde, vous partagez la peine de sa famille et que comme nous, vous souhaitez que la terre de nos ancêtres soit légère et la queue à base de verre. Alors, nous allons revenir sur le thème de ce soir. Finalement, à quoi servent les armées africaines lorsqu'on sait qu'au Mali, il y a plus d'un mois, depuis que la crise a commencé, la crise armée, avec l'intervention des forces armées françaises. En RDC, une rébellion du M23
quasiment a pris en otage une partie du territoire, mettant quasiment en débâcle les FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo. En son trafic, le président Bozizé a dû faire face à une rébellion de la Séléka. Et il n'a vu son salut qu'aux négociations entre guillemets de Libreville et à l'intermédiation d'un certain nombre de chefs d'État africains, dont celui du Congo. Mais il a fallu que certains de ces chefs d'État ou de ces États envoient des régiments, sinon des bataillons, pour ne pas dire des forces armées à Bangui pour sécuriser et sinon pour protéger son pouvoir. Alors, tout le monde se pose la question, comment ces États établis qui engloutissent autant d'argent, qui mettent autant de moyens pour assurer la sécurisation de leur territoire, tremblent au premier coup de feu, au point de faire appel soit aux forces étrangères ou sinon de crier au secours aux forces des pays environnants. Alors, aujourd'hui, nous allons nous poser la question, à quoi servent les armées africaines? Nous avons l'honneur d'avoir sur ce plateau M. Jean-Pierre Bembo, qui est du MLC, et on sait aussi qu'à une époque, son parti politique, avant qu'il ne devienne républicain, a aussi utilisé les armes pour faire pression sur le pouvoir en place. Et aujourd'hui, ayant intégré la logique du dialogue, est-ce qu'il comprend que nos États puissent se trouver dans les situations que nous sommes en train de décrire aujourd'hui? M. Jean-Pierre Bembo. Merci beaucoup pour m'avoir donné la parole. Je dirais, dans un premier temps, que l'armée, c'est le service public le plus important de l'État. Lorsque l'armée a failli, c'est l'État qui est compromis. Et en Afrique, il y a un problème. Il y a un problème dans ce sens que l'armée ne doit pas être organisée, formée pour défendre une seule personne. L'armée, c'est pour défendre la République, c'est pour défendre la population. D'ailleurs, si vous lisez nos constitutions, le gouvernement a cette obligation de défendre la population. Et comment? Par le truchement de l'armée. Mais malheureusement, en Afrique, comme vous venez de le dire, monsieur le directeur, les armées africaines ont toujours failli. Et nos États ont été toujours compromis. Mais on doit faire attention dans l'organisation de l'armée. L'armée doit être une armée républicaine, une armée professionnelle et non pas une armée pour défendre le président de la République et non pas une armée ethnicisée. Non. Tout le monde doit se retrouver, se reconnaître dans cette armée. Dans un premier temps, j'aimerais m'arrêter là. Très bien. Tout le monde doit se reconnaître dans cette armée, M. Castador. Alors finalement, est-ce que ces armées africaines remplissent réellement leur rôle d'assurer la défense de l'intégrité physique de leur territoire? Merci de m'accorder la parole, mon cher Sonny. Alors, d'abord, pour répondre à cette question, il faut d'abord définir le rôle d'une armée. À quoi sert une armée? De façon générale, avant de voir le cas précis de l'Afrique. Mais une armée, ça sert à défendre l'intégrité du territoire. Une armée, c'est fait pour défendre le pays contre une agression extérieure. Est-ce le cas pour les armées africaines? Une première question. Deuxièmement, une armée doit avoir, comme le disait Jean-Pierre tout à l'heure, une configuration républicaine. C'est-à-dire que, indépendamment des origines des uns et des autres, c'est la compétence, la formation qui doit primer et l'armée doit être au service de la défense
nationale, exclusivement au service de la défense nationale. Donc une deuxième question peut se poser. Est-ce que nos armées en Afrique ont souvent des menaces extérieures? On sait très bien que très peu de pays africains ont eu une guerre contre un pays extérieur. Il y a eu un petit conflit entre le Burkina et le Mali frontalier, mais ça n'a jamais dégénéré. Bien souvent, les armées africaines sont là pour mater le peuple, pour être au service du pouvoir. Notamment, ce sont pour la plupart des armées ethnicisées, à part peut-être le cas du Mali, mais pour le cas de la RDC, notamment des pays de l'Afrique centrale, ce sont des armées ethnicisées au service du pouvoir qui manquent de moyens. Et puisqu'il n'y a pas d'agression extérieure, est-ce qu'il ne faut-il pas redéfinir le rôle de l'armée, essayer, puisqu'il faut aussi dire que l'armée est un gouffre financier énorme, est-ce qu'il ne faut pas définir le rôle de l'armée et plutôt mettre cette armée au service du développement? Tout ça sont des questions. Nous allons peut-être l'évoquer, l'aborder. Alors, une armée, objectif, défendre l'intégrité physique du territoire national contre une agression extérieure. Les statistiques démontrent que depuis des années, il y a très peu de conflits armés qui opposent des États. Et comme l'a si bien souligné M. Castador, ce n'est pas pour autant que ces armées ne bouffent pas, entre guillemets, les budgets de défense. Monsieur Labi. Bien, merci à M. Soni. Non, je crois qu'il ne faut pas parler de budgétivore. Lorsque vous voulez une armée, ils ont dit républicaine, au service de la nation, dans tous les pays du monde, l'armée coûte très cher. Vous ne pouvez pas vouloir protéger votre territoire national lorsque le soldat qui doit aller à la frontière doit manger une sardine et un pain par semaine. Je ne pense pas. Il faut des moyens pour une armée. Je crois qu'on va rentrer dans le débat tout à l'heure, mais je voudrais tout juste pour l'heure parler de la définition effectivement de l'armée, le rôle de l'armée. Ils l'ont dit. L'armée a pour rôle effectivement de sauvegarder, de protéger le territoire national. Et ceux qui ont la mission de protéger donc ce territoire national, donc les officiers, sous-officiers, hommes de rang, doivent avoir un traitement digne de ce nom. Je crois que petit à petit on va rentrer dans le débat, mais j'ai entendu parler de budgétivore. Je ne sais pas, M. Soni, si vous aurez un mot là à dire, enfin à mettre dans le débat, mais je voudrais tout juste pour leur dire que l'armée, sa mission fondamentale, oui, sauvegarder, garder et défendre l'intégrité nationale. Quand vous savez, le terme de budgétivore, c'est moi qui l'ai prononcé. Si vous voulez qu'on parle de budgétivore, on viendra. Enfin, mon cher Ebetas, une armée réellement républicaine au service de la nation, du peuple, qui doit défendre l'intégrité physique du pays contre, entre guillemets, une agression extérieure. Bon, avant peut-être d'arriver à ce détail, je voudrais plutôt dire que, puisqu'il est question de savoir à quoi servent nos armées, à quoi servent nos armées, je me dis que nos armées, en fait, si on regarde l'histoire, elles ne servent à rien. Simplement parce que c'est un conformisme juste structurel. Puisque l'Occident, nous avons tout calqué sur l'Occident. L'Occident a son histoire, nous avons la nôtre. Est-ce que notre histoire est confectionnée ou est cousue de la même façon que l'histoire occidentale?
je ne suis pas trop sûr. Si, de par le passé, lorsque nous lisons ce qui n'a pas été écrit par les Africains, mais qui a été écrit par d'autres, bon, les histoires des conquêtes ne sont pas, en tout cas, de la culture de l'Africain. J'en doute, les historiens sauront repréciser les choses, puisque c'est une émission à téléphone ouvert. Les gens pourront appeler. Faire appel au professeur Obinga et vous diront ils pourront nous dire. Je voudrais dire que nos armées, en fait, c'est un conformisme juste structurel. Puisque chez les autres, il en existe, chez nous aussi. Parce qu'en fait, il faut regarder, lorsque nous regardons l'histoire, pour prendre le cas, par exemple, de certaines armées d'Afrique centrale, quels sont les différends qui ont opposé ces pays et qui justifient la présence de nos armées. Bon, je n'entre pas dans les composantes de l'armée, mais il est question de savoir si réellement ça tient. Qu'à cela ne tienne, les armées nous coûtent excessivement cher. L'Abi a dit tout à l'heure, il faut. Mais pour quel rendement? Je ne vois pas, comme j'ai vu, je n'ai pas entendu depuis que l'armée française est arrivée par exemple au Mali, où se trouve le capitaine Sanogo, qui se permet, lui, d'humilier un cadre, comme le Premier ministre qu'il a eu dernièrement, qui a fait l'honneur de son pays et de l'Afrique. Je ne sais pas. C'est le moment, au lieu de bomber le torse contre des civils, donc ceux-là qui donnent des moyens, ceux qui soutiennent la justification même de cette armée en achetant et les armes et les uniformes, vous bombez le torse contre eux, mais lorsqu'il y a une agression, où ils se recroquevillent, on n'en entend même plus parler. Est-ce que le rôle de l'armée serait de mater ce peuple pour lequel sa raison d'être se justifie? Alors, je me demande, à quelque part, vous avez ici, en face, en RDC, les quelques civils qui se retrouvent à un endroit, au premier crépitement d'armes, ils décampent. Je me demande, en République centrafricaine, c'est un peu la même chose. Pourtant, vous avez un chef d'État qui est militaire. Alors, je me dis, est-ce que ces armées, les gouvernants savent pourquoi ces armées devraient exister ou pourquoi ces armées existent? Si, un peu comme a dit M. Timothée Labimebou tout à l'heure, que les armées, si seulement on croit que le rôle régalien d'une armée, c'est de défendre l'intégrité du territoire, mais voyez-vous comment ils sont battus à tout bout de chemin et mal armés, mal équipés, mal vêtus, mal nourris. Je me demande, est-ce qu'on est fier d'avoir une armée de ce genre ou c'est simplement une parodie? Voilà le fond de la question. Vous êtes assez sévère. Enfin bon, puisque vous avez demandé les nouvelles de monsieur, du capitaine Sanogo. Qu'on ne voit même pas à Gao. Nos amis de Jeune Afrique qui sont très bien informés. Hein, je ne sais pas si je peux montrer. Dans le dernier numéro, enfin l'avant-dernier numéro, l'Afrique sous le choc, et nous donne les nouvelles de Sanogo. On va essayer un peu de lire ça, et puis peut-être que c'est pas aussi risible que cela, mais ça prêtera peut-être à sourire, où il nous dit que Sanogo est dans ses petits souliers, chef du comité militaire de suivi des réformes de l'armée. Le capitaine Amadou Aya Sanogo se fait très discret depuis l'arrivée des forces françaises au Mali. En dépit de son titre, il n'a jamais été consulté par les forces françaises sur la mise en œuvre de l'opération Serval. Les décisions sont prises entre l'état-major français, le Premier ministre Django Sissoko et l'ambassadeur de France, Christian Rouillet. La seule fois où il a demandé à utiliser un hélicoptère français pour rendre visite aux troupes maliennes stationnées à Sévaré, il s'est heurté à une fin de non-recevoir et a dû faire le voyage par la route. Sur place, le capitaine a été pris à partie par de jeunes militaires mécontents. Il a même été mis en joue, confie un témoin de la scène. Commentaire amusé d'un diplomate ouest-africain. Actuellement, Sanogo rase les murs. Mais oui, Sonia, excusez-moi. L'émission de Juan, un des correspondants qui est à Bamako, a dit que M. Sanogo se fait, enfin le capitaine Sanogo se fait de plus en plus rare. Mais pourtant, il a été applaudi lorsqu'il est arrivé avec quelques bérets verts pour mettre le président Amadou Toumani Touré hors d'état de nuire. Est-ce que c'est... Au texte que l'armée n'était pas outillée pour bouter
les rebelles dehors. Mais moi, ce que j'attendais personnellement, ce n'est peut-être pas l'avis de tout le monde, c'est de voir ce capitaine courageux, encore que son galon de capitaine, c'est un galon d'homme de terrain qui devait conduire les troupes à Gao, qui devait conduire des troupes à Tombouctou pour aller chasser les occupants. Mais aujourd'hui, il ne prend même pas un contingent, il ne prend même pas un bataillon. On ne le voit pas. Voyez-vous, donc je dis que c'est là la réflexion. Est-ce que vous avez le droit de venir bomber le torse contre des gens qui ne sont pas armés, donc des civils, pour vanter et les galants, et porter les chaussures pour venir marcher sur les côtes des gens? Non, c'est pas ça ce qui est attendu de ces militaires. C'est bien, je voudrais bien que l'habit veuille qu'ils soient bien nantis, qu'ils soient bien nourris, bien habillés, qu'on leur donne beaucoup de moyens. Mais pour quelle raison? Voyez-vous, à la différence des armées occidentales qui ont connu la guerre, la Première Guerre mondiale, lorsque on met un peu plus d'argent dans ces armées, l'armée américaine, l'armée française et autres, c'est parce qu'on sait que la guerre a un prix. Et se prémunissant du fait qu'un jour ou l'autre, on peut être attaqué par quelqu'un qui ne dort pas, qui se prépare à l'effet, alors on peut bien. Mais les nôtres, en tout cas, il y a même question, il y a même lieu de les dissoudre. On voyait cultiver, on voyait faire le champ pour nourrir la population, puisque nous ne sommes pas agressés. À quoi ça servirait? Une fois qu'il y a une agression, ils disparaissent, prennent la clé des champs. Monsieur Jean-Pierre, je vois... Oui, merci beaucoup. Merci. Je voulais ajouter, par rapport à cette question, à quoi servent les armées africaines? Apparemment, il semble que les armées africaines, c'est pour absorber le chômage. Absorber le chômage, une des raisons. Une autre raison, en principe, les militaires doivent rester dans les casernes. Comme nous avons dit tout à l'heure, c'est pour protéger l'intégrité nationale. Mais il me semble qu'en Afrique, l'armée est dans la rue. Est dans la rue. Et bombe le torse. On a déjà dit, je ne vais plus répéter cela. L'armée commence, c'est pour s'enrichir. Voyons, à gauche et à droite, à la cité, hein, il paraît que pour s'enrichir, parfois, il faut être dans l'armée et chercher à conquérir ou à reconquérir le pouvoir. Le cas du Mali, par exemple, ce qu'a dit notre ami Ebetas, c'est ça, Ebetas, hein? Le fameux... non, le capitaine... vous m'excusez, le capitaine a disparu. On n'entend plus parler de lui, alors qu'il a voulu, au fait, conquérir le pouvoir. Or, ce n'est pas le rôle de l'armée. Le rôle, c'est maintenant là qu'on doit voir par rapport à l'agression de islamistes, de djihadistes. C'est à partir de ce moment qu'on devait connaître effectivement, c'est un brave monsieur, hein, il joue bien son rôle. Mais aujourd'hui, nous constatons effectivement qu'il était entré dans l'armée pour conquérir le pouvoir. Et c'est un peu partout en Afrique. L'armée doit rester dans les casernes. L'armée doit rester dans les casernes. Mon cher Cassador, une armée réellement républicaine. Et aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas un problème de vocation, peut-être même d'absence, qui peut-être qui démontre les faiblesses ou les lacunes de ces armées-là, parce que, comme a dit M. Jean-Pierre Bimbo, on vient de l'armée pour fuir le chômage, et peut-être parce que on sait que vous aurez des lendemains meilleurs. Oui, alors, je ne pense pas que le problème de l'armée puisse être un problème de vocation ou de pas vocation. Déjà, il faut savoir qu'il y a deux types d'armées africaines. Il y a les armées africaines qui sont l'héritage de la colonisation, comme le disait le frère. Ce sont des armées, puisqu'il y a des armées partout, il fallait créer ces armées. Il y a d'autres armées qui sont issues des luttes contre l'occupation coloniale, le cas de l'Angola, etc. Et donc, il faut aussi déjà faire la lecture de la différence entre ces deux types d'armées. Si vous prenez les armées issues des luttes de libération nationale, ils sont plus organisés, plus outillés,
et ils obéissent à la discipline militaire. Et les dirigeants en place, et puis on a très rarement vu un militaire issu de ces rangs-là chercher à renverser le pouvoir. Et ils ont les moyens logistiques. Cependant, les autres armées, donc issues de l'héritage colonial, sont sous-équipées. C'était le cas en Côte d'Ivoire avant que Gbagbo ne vienne demander c'est le cas un peu partout. C'est notre cas chronique ici, sous-équipé. En fait, il faut faire déjà la distinction entre l'armée régulière, enfin l'armée régulière. Souvent, nos chefs d'État évitent que l'armée soit équipée parce qu'ils se disent que si l'armée est bien équipée, demain, on peut avoir affaire à un renversement politique. C'est pourquoi sciemment, il sous-équipe l'armée. Une armée doit être équipée correctement. Et pour répondre à mon cher ami, non, le problème des moyens, personne ne dit que les militaires doivent être affamés, les militaires doivent être bien traités. Mais ils doivent remplir leur rôle. Or, nous savons très bien que, n'ayant pas d'agression extérieure, un enseignant qui enseigne, il touche son salaire parce qu'il dispense le savoir, il dispense des connaissances. Le militaire, quel est son rôle? Il touche de l'argent, pourquoi faire? On les voit se pavaner dans les rues, mater le peuple, escroquer le peuple, s'enrichir, nos armées d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je dis, non seulement ils doivent être dans les casernes, on les voit dans les bars, en tenue. C'est pas ça, les états de droit. Un état de droit, l'armée doit être dans les casernes. Monsieur Soni, non, je voudrais... Non, je voudrais pas... Non, je voudrais... Vous voyez, il faut dans de tels débats, nous devrions avoir une logique. Très bien. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'armée qui doit bénéficier d'un budget conséquent, parce que je sais. Et ils m'ont rejoint. Ils ont dit tout à l'heure, l'armée équipée. Mais vous ne savez pas combien coûte une balle, par exemple, dans une Kalachnikov. C'est des millions pour équiper toute une armée, pour surveiller le territoire national. Ça, c'est une balle. Mais la tenue, les casernes, la nourriture, etc. ainsi de suite. C'est des sous. Mais ces cartouches-là servent aussi. Je dis ceci. Les armées africaines valent ce que valent leurs chefs. Donc les commandants chefs, comme nous les appelons en Afrique, les chefs d'État. Dans un pays où il y a l'instabilité, où il y a des chefs d'État qui se passent pour des rebelles qui prennent le pouvoir, dans ces pays-là, généralement, on ne parle pas aussi l'armée au sens propre. Je ne voudrais pas parler du Congo, où, depuis pratiquement l'indépendance, jusqu'en 1997, nous avions eu une armée au service de la nation. La parenthèse de la guerre de 1997 est passée. Nous sommes revenus pour reconstruire notre armée, avec, bien sûr, à la tête le président de la République actuellement, même si on peut parler des défaillances par-ci, par-là, on pourra en parler, on pourra dénoncer, mais une chose est vraie, vous ne pouvez pas vivre dans une nation sans armée. Vous allez envoyer vos militaires au champ, oui, mais si ça crypte quelque part, vous serez les premiers. Nous parlons dans ce studio de DRTV parce que nous savons que quelque part, lorsque nous sortons d'ici, il y a la sécurité, il y a la paix. Très bien. Est-ce que, mon cher Ebetas, si mission première, assurer la défense de l'intégrité physique du pays, les armées africaines, hein, ne singularisons pas parce qu'après, nous sommes d'avoir un débat qui risque de nous égarer.
les armées africaines en général sont-elles victimes d'agressions extérieures pour justifier soit l'excès de moyens dont parfois disposent, parce que j'ai des statistiques ici là sur les dépenses militaires qui représentent énormément d'argent, n'est-ce pas, d'année en année, ça ne fait que croître. Est-ce que cette mission première là est remplie d'abord pour le Congo depuis les indépendances, en RDC depuis les indépendances, en Centrafrique depuis les indépendances, au Mali depuis les indépendances, ou c'est parce qu'ils font face soit aux rébellions, aux contestations internes pour justifier l'afflux de moyens? Merci Sonny. Je voudrais dire que je partage entièrement ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Pierre Bembo sur le fait que, l'armée chez nous est devenue comme une entreprise pour embaucher les chômeurs. Pour éviter le chômage, bon, il faut trouver une passerelle, il y a l'armée. Mais ce que nous disons... embauche les bons chômeurs? Enfin, ce que nous disons de l'armée vaut pour tous les paliers de la République. Que vaut notre système sanitaire ou les systèmes sanitaires africains? Que vaut les systèmes éducatifs africains? Est-ce qu'on y met des moyens? Est-ce qu'on est convaincu? C'est la même chose. Ce que nous disons pour l'armée, c'est la même chose. Parce que vous allez regarder. On y met des moyens et puis on n'a pas de bons résultats. Mais les moyens... la santé comme... Est-ce que les moyens avaient été mis? Moi, je voudrais bien avoir la preuve que les moyens avaient été mis. Si les moyens avaient été mis, pour revenir au cadre... On demandera à ministre Bovi... Pour revenir, mais malheureusement, vous avez écouté, le bilan est négatif. C'est pas dit de nous. Il a fait le tour de la République pour constater. Je ne reste pas qu'au Congo. Nous avons vu par exemple en Guinée avec l'arrivée du capitaine Camara. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se repose maintenant. Il se repose au Burkina Faso après avoir commis des bévues. Lorsqu'il arrive, la première des choses, c'est mater les gens. Pourtant, au départ, il avait eu la bonne initiative de chasser les généraux qui étaient devenus commerçants. Hein, il dit, vous êtes, l'âge n'est plus celui-là pour continuer à demeurer. Vous allez à la retraite. C'était salué. Mais au bout du compte, il a pris goût à... Il veut prendre le goût de rester au pouvoir et voilà ce qu'il fait. Il désoriente l'armée pour mater le peuple. Ce n'est pas ça. La conséquence logique, c'est quoi? Les armées, effectivement, deviennent comme un moyen pour lutter contre ceux qui veulent, qui s'expriment contre les dérives du pouvoir. Je me rappelle une pensée d'un écrivain français, c'est Maurras, qui disait que tant qu'on va continuer à donner la mort aux voleurs, il ne se produira jamais de vol sans meurtre. Voyez-vous, puisque chez nous en Afrique, les gens ont pensé qu'il faut avoir un bras armé pour démolir tous ceux qui voudraient bien lutter contre le pouvoir lorsqu'on constate même les dérives, mais qu'est-ce qu'on fait? La solution, c'est que les civils commencent à s'armer pour lutter contre ceux qui utilisent l'armée. Est-ce que c'est ça la logique? Mais je voudrais plutôt, dans le contexte général, de dire, est-ce que nos armées servent réellement? Si, pour le cas du Congo par exemple, à moins que peut-être plus jeunes, mais les plus anciens voudraient bien nous dire, si le Congo a connu une guerre frontalière, je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est l'histoire de Bakassi qui, mettant aux prises le Cameroun et avec le Nigeria, qui va justifier le surarmement? Non, bien au contraire, nous avons besoin beaucoup plus de la police et de la gendarmerie pour réprimer les cas flagrants de délinquance au niveau des villes. Voilà là où on peut mettre un peu plus de moyens. Mais l'armée comme telle, plutôt je plaiderais pour une chose, à l'instar de grands pays occidentaux qui ont eu ce qu'on appelle une économie de guerre. C'est-à-dire, vous avez des bataillons qui sont là, entraînés, mais l'argent est disponible lorsqu'on pense qu'un jour, si seulement on était agressé, on peut. C'est vrai qu'on nous dira de l'autre côté, oui, mais il faut aussi utiliser le matériel, savoir s'en servir. Mais est-ce que ça justifie? J'ai aimé la tactique utilisée à l'époque par Thomas Sankara, qui refuse de prendre un don de blindé pour dire, avec cet argent, prière de nous le donner et qu'on le consacre à notre agriculture. Regardez, en 1981, c'était un pays qui était la poubelle de l'Afrique. C'était un dépotoir. Ils étaient pauvres, allaient travailler de l'autre côté en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, regardez comment ils sont en train de bâtir. Mais je ne dis pas qu'ils ont une armée exemplaire, puisque ces mêmes armées jouent presque le même rôle. Donc le bras du pouvoir pour mater le peuple. Donc, mais il est question
aujourd'hui pour nous, en tant qu'intellectuels, de regarder, est-ce que nous avançons en procédant de la sorte? Qu'est-ce qui justifie par exemple le surarmement? L'ABI, c'est bien qu'ils nous disent, mais je préfère qu'on augmente le nombre de salles de classe, ou encore d'avoir la main habile du point de vue de la santé, des gens qui sont capables de vous soigner, que tous les jours de prendre les jets, des jets médicalisés pour aller se soigner en Occident. Qu'est-ce que les autres ne peuvent pas faire? Qu'est-ce qu'ils font? Et pourquoi nous ne sommes pas capables de le faire? Est-ce que nous sommes des sous-hommes? Voilà l'interrogation. À travers notre armée, il est question de se mirer et de regarder si les objectifs fixés au départ valent toujours ou ils tiennent toujours. Je crois que c'était au travers des crises que nous venons de décrier, crise en RDC avec le M23 qui rentre comme sur du beurre dans le sud Kivu, crise en RCA où on est quasiment aux portes de Bangui et on a le salut grâce aux forces étrangères, crise au Mali et la France arrive 24 heures après, ils mobilisent des compagnies, des bataillons pour assurer la défense de l'intégrité territoriale. On l'a connu au Tchad avec le président Idriss Déby qui était presque confiné dans sa maison. On l'a connu avec le président Pastassé lorsque Jean-Pierre Bemba, qui est aujourd'hui accusé et emprisonné à La Haye, devrait venir à la rescousse. Mais l'armée, la régulière, elle est où? Mais la question, donc finalement, mon cher Jean-Pierre Bemba, elle sert à quoi? Est-ce que ce n'est pas un mirage que l'on fait miroiter, c'est pas au chef d'État ou aux pseudo-gouvernants, et qui croient qu'ils ont une armée réellement républicaine capable de défendre l'intégrité territoriale, ou il s'agit peut-être d'un groupuscule d'hommes et de femmes acquis au service de ces gouvernants-là, sur lesquels ces gens-là comptent pour assurer non pas la défense de l'intégrité territoriale, mais la défense de leurs intérêts propres ou de la conservation de leur pouvoir. Est-ce que c'est pas ça? Quand on voit quand même ce qui se passe en RDC. Moi, j'aimerais d'abord qu'on cherche à savoir les éléments qui composent ces armées ou cette armée. Et si vous avez cherché. Oui, quand je cherche, je constate que un bon nombre des rebelles qui n'ont pas reçu des formations appropriées pour être militaires, après avoir combattu, après avoir agressé, cherché à déstabiliser un gouvernement, on négocie, et on négocie, on cherche d'entrer dans l'armée. Et souvent, des gens qui ne méritent pas d'être colonels, qui ne savent pas lire et écrire, généraux, commissaires généraux. Voilà le problème. Et lorsqu'il y a la guerre, ils n'ont pas de stratégie, de technique de la guerre. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, il y a des bandats, il y a des routes, et quand ils sont dans l'armée, au lieu de garder de bons rapports avec cette population civile, bien au contraire, ils ne font que rançonner. Vous pouvez croire qu'on envoie des militaires quelque part pour assurer la sécurité, ils commencent à créer des taxes, rançonner cette population. Mais le rapport... Si le pouvoir central ne crée pas les conditions pour mettre ces hommes de troupes dans les conditions optimales de travailler, ils ne vont pas se servir sur la bête? Mais il y a un problème aussi de l'éthique, de moralité. J'avais eu la chance de discuter avec un jeune militaire qui était parti pour assurer la paix dans une contrée. Et ce monsieur avait fait son rapport pour le mauvais comportement de certains responsables qui rançonnaient la population. Mais comme c'était un circuit de mafia, son rapport n'arrivait jamais à destination. Bien au contraire, on a cherché à lui créer des problèmes pour le limoger parce qu'il était devenu gênant. Et croyez-vous que cette armée, dans cette contrée, lorsqu'il y a des ennemis qui s'infiltrent, ils auront des renseignements parce que l'armée ne s'entend pas, les militaires ne s'entendent pas avec la population. Qu'est-ce qui va se passer? Ils seront surpris qu'ils sont agressés et voilà pourquoi... Qu'il n'y ait pas la solidarité escomptée de la part oui, et il y a même une ONG américaine, je crois que j'ai oublié le pays, qui avait organisé un séminaire
le rapport entre l'armée et la population civile. Il faut qu'il y ait des bons rapports. Et les militaires doivent savoir jouer son rôle, comme nous avons dit tout à l'heure, et non pas de traumatiser cette population civile, bien au contraire, d'assurer la sécurité. Et là où on l'attend, sur le terrain des opérations... Un détail solide. Ce qui me surprend énormément, c'est cette culture de l'armée, surtout des armées africaines, qui se ruent sur les femmes et c'est le viol qui est perpétré à tout bout de chemin, que ce soit les miliciens, que ce soit les armées régulières. Alors, je me dis, quelle est cette culture? Et effectivement, ce que Jean-Pierre Bembo évoque, c'est une question de formation. Est-ce que, quand on va à l'armée, on va par vocation? Est-ce que les commandants de troupes comme... Si l'armée sert à résorber une partie du chômage des jeunes... Alors, est-ce que... Mais il faut leur donner du métier. Est-ce que nos armées ont du métier? C'est ça, parce que les armées doivent avoir du métier. Le métier, ça suppose le professionnalisme, la déontologie. Mais je me demande, pour ne prendre que le cas de l'armée congolaise, si elle vient se permettre de violer les femmes congolaises, à quoi cela aurait servi? Même si on était en bisbille avec la RDC, à quoi aurait servi l'armée pour aller violer seulement les femmes, des gens qui ne sont pas armés? Alors, je me demande, d'où vient cette culture? Le pillage dont parle Jean-Pierre Bembo tout à l'heure, le rançonnage. Mais ce ne sont pas des armées, c'est une honte. Très bien. Mais le rançonnage, le pillage, finalement, on voyait Jean-Pierre Bembo à la haie, puisque, entre autres griefs, c'est le fait que ces miliciens de retour de Centrafrique ont commencé à faire tout et n'importe quoi. Monsieur, enfin, c'est ce que les uns et les autres ont dit, hein. On ne fait que reprendre ces agressions-là. Monsieur Casado, finalement, nos armées sont soit pléthoriques, sous-équipées, on a dit. Certains viennent, non pas par vocation, mais par intérêt. Comment expliquer, je prends un exemple simple, qu'en moins de 24 heures, pour la crise du Mali, la France ait pu mobiliser 2 ou 3 bataillons pour aller se positionner à Tombouctou et commencer la guerre, pendant que les armées africaines qui devaient venir d'appoint, venir en aide au Mali, jusqu'aujourd'hui, je crois que peut-être il y a moins d'une semaine, hein, mais jusqu'aujourd'hui, tardent encore à rentrer dans le jeu. S'ils rentrent, ça sera juste pour la figuration parce que tout le travail a été fait. Comment l'expliquez-vous? Je l'explique par le fait déjà que les armées africaines, notamment la première catégorie, celle héritée par la colonisation, parce que je fais toujours une distinction entre l'autre armée, les autres types d'armées qui ont fait la guerre de libération nationale, donc il ne faut pas les mélanger, ne sont pas préparés ni à sécuriser la population en cas de rébellion, ni le pouvoir, et deuxièmement, encore moins contre une agression extérieure. Déjà, il suffit qu'il y ait des rebelles qui avancent, l'armée est mise en déroute. Mais combien de fois s'il y avait une agression extérieure? Vous me direz de ramener toujours les choses. Vous voyez, en 1997, il a suffi de la présence des Angolais, l'armée de Lissouba était défaite. Donc c'est dire l'inefficacité des armées africaines. Elles ne jouent pas leur rôle, elles ne sont pas suffisamment formées, elles ne sont pas suffisamment équipées pour lutter contre les agressions. Mais c'est vrai que ce problème est complexe. Il faut voir aussi pourquoi y a-t-il ces agressions. Vous prenez par exemple, on parlait du Mali, prenez le cas du Mali. Le Mali, il y avait une rébellion islamiste dans le nord. Les militaires manquaient de moyens, manquaient d'équipement pour faire face. C'est la raison pour laquelle, il y a eu cette rébellion. Donc, la raison pour laquelle Sanogo a fait partir Manu Touré. Absolument. Et voyez-vous, des rebelles
enfin, c'était même pas, quand on analyse bien cette situation, c'était des gens qui n'étaient même pas préparés. Je crois qu'il y avait le ministre de la Défense qui est arrivé là-bas, il a essuyé des jeux de pierre, les militaires sont allés attaquer une caserne, ils ont pris les armes et ils ont avancé. Et mis en déroute l'armée nationale. Vous voyez quand même des gens qui arrivent jusqu'à la capitale, mettre en déroute le président est en fuite. Est-ce que nous avons réellement des armées? Donc, ces armées, comme je le disais, manquent de moyens, manquent d'équipement et manquent de formation. Très bien. Non, manque monsieur de Soli. moyens, manque d'équipement. Pourtant, les budgets ne font que croître d'année en année. Et ces budgets-là servent à quoi et vont où, sont utilisés comment, entre guillemets. Et puis, je voulais revenir sur la question des mobilisations des hommes. Pour le Mali, hein, on a demandé aux armées africaines de venir en appui à l'armée française. Le Tchad donne 2200 hommes, à peu près, 2000 hommes. Le Sénégal, à peu près 500. Le Togo aussi, 500. Le Nigeria, 1200. Le Niger, 500. 500 hommes. On met quasiment un mois pour mobiliser. Là où il faut 5000 hommes, 10 000 hommes. Et il y a des armées qui existent dans notre pays. Ah oui, il y a quelqu'un qui va t'aider. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, dans l'antenne. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Je suis Gilles Ndongo. Ah, monsieur Gilles Ndongo, bonsoir. Oui, bonsoir. D'abord, je vous remercie pour la reprise de l'émission. Merci beaucoup. D'accord. C'était dit qu'on allait pas arrêter. Moi, je voudrais intervenir sur le thème. Oui. Il faut dire que au niveau de nos armées, On vous écoute. Ah, il est parti. Monsieur Bétas, le temps qu'on le retrouve. Monsieur Labi. Monsieur Labi, mais bon, c'est pas grave. Je suis déjà habitué à vous comprendre. Non, je dis, je suis toujours sur ma pensée pour dire que entretenir une armée, ça coûte cher. Et lorsque, pour le cas de Mali, on fait si appel aux pays étrangers, mais je crois que pendant la Deuxième Guerre mondiale, la France n'a pas été libérée parce qu'il avait une armée seule, non, parce qu'il y a eu l'aide des États-Unis, il y a eu l'aide des Britanniques, il y a eu l'aide plutôt de l'autre côté de l'Est, les Russes qui ont fait en sorte que les Allemands puissent démissionner et puissent demander effectivement l'amnistie. Dans aucune partie du monde, dans aucune partie du monde, on a connu des guerres aussi atroces que dans un pays, que ce pays ne soit pas assisté ou ce pays n'appelle pas l'aide à l'extérieur. Très bien. Mais je voudrais revenir sur le fait que vous parlez, à un moment donné, j'ai entendu parler là-bas, bon, dans nos pays, là, on ne devrait pas avoir aussi une armée comme telle, plutôt la police et la gendarmerie. On dit très souvent qu'ils préparent la paix, qui veut la paix prépare la guerre. Nous ne pouvons pas être une nation comme la nôtre ici, 342 000 km² et de ne se contenter que de la gendarmerie, de la police. Non, nous devrions avoir des équipements adéquats pour ne pas qu'un jour on fasse venir les Français à midi comme ça pour dire que bon, un petit pays nous a annexé. Vous avez parlé de la RDC. Moi, j'ai dit tantôt que les armées valent ce que valent les commandants en chef, donc leur chef d'État. Mon cher Labi, oui. Mon cher Labi, oui. Sans vous interrompre, si au niveau diplomatique, vous jouissez d'une très bonne image, de très bonnes relations, de bon voisinage avec vos voisins immédiats et même lointains, comment pouvez-vous expliquer que vous puissiez préparer la paix en vous armant? Mais on ne sait jamais. On vous écoute.
Oui, c'est M. Gilles, j'ai été écouté tout à l'heure. Je crois qu'il faut, comment dire ça, renflouer vos unités. D'accord. Non, vous avez très vite assisté avec nous. Allez-y, on vous écoute. Ouais, je voudrais dire que l'armée africaine souffre d'un problème de tribalisation de nos armées. L'armée est du service tout simplement. Tribalisation. Bon, il y a un problème. Non, je n'avais pas encore terminé. Rapidement, et puis on prend. C'est facile. Oui, je n'ai pas encore terminé. Ouais. Non, je voudrais dire que, ouais, il faut donc mettre des moyens. Il faut que les chefs qui sont à la tête des États soient des chefs capables, des chefs qui chantent toujours l'unité nationale, pour que les armées soient finalement les vraies armées républicaines au service de la nation. On prend ce monsieur et puis après on ira chez l'État. Allô, vous êtes en antenne? Oui, on vous écoute, vous êtes en antenne. Allô? Oui, on vous écoute, vous êtes en antenne. Il doit avoir un petit problème. Alors, mon cher Bétas, rapidement. Oui, Sonny, je voudrais dire ce qui suit. Je voudrais dire la chose suivante. Voyez-vous, le cas du Mali, ça se justifie par le fait que le Mali est un pays très pauvre. Lorsque nous lisons les statistiques, un peu macabre pour cette militaire, ils n'ont pas eu autant de moyens pour s'armer. Ça peut peut-être se justifier. Mais, en tout cas, je n'accorde pas d'excuses au capitaine Sanogo. C'est bien de chasser Amadou Toumani Touré, qui est conscient du fait que leur armée est une armée pauvre, du fait d'abord de leur économie, qui est une économie pauvre. Alors, lui, quand il arrive, quelle était l'alternative? Il choisit plutôt de diviser la même armée au lieu de fixer l'objectif qui était aller chasser les islamistes. Entre-temps, on passe les islamistes pour des gens surarmés, alors que les Français les ont déboutés, on les a mis en déroute en quelques temps. Voyez-vous? Non, je me dis, l'intervention africaine, Est-ce que le fait je voudrais... une guerre sans image, c'est aussi ça qui vous pousse à dire que... Peut-être que c'est un aspect, mais vous avez évoqué l'aspect le plus important, c'est la question de l'intervention des autres pays africains. Qu'attendait-il? Combien de temps ont-ils pris pour venir finalement saupoudrer ces quelques hommes que vous êtes en train dont vous êtes en train d'évoquer les statistiques tout à l'heure, avant que l'armée française n'arrive? Ce sont des éternels assistés. Non, simplement parce que les armées africaines sont des armées... Oui, bonsoir, vous êtes à l'antenne. Oui, on vous écoute, bonsoir. Oui, bonsoir. On vous écoute. Allô? Oui, on vous écoute, parlez, on vous écoute. Oui, bonsoir, c'est Jean-Philippe Nambo. Oui, bonsoir, cher ami. C'est Jean-Philippe Nambo, je vous direct. Merci. J'aimerais juste apporter quelque chose pour enrichir un peu le débat. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le plus important, c'est que nous puissions aller vers une armée des professionnels, puisque dans l'armée, il y a aussi des compétences. Hein, il y a des ingénieurs agronomes, il y a des ingénieurs en bâtiment, etc. Donc, il faut associer l'armée aux différentes tâches de développement de notre pays. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, au Congo, pour ne prendre que ce cas, c'est qu'aujourd'hui, soit vous n'avez pas le choix, quand vous cherchez du travail, soit vous êtes chauffeur de taxi, ou alors vous êtes militaire. Alors, on ne peut pas attendre de quelqu'un qui a un rapport contraignant avec le travail et la performance. Ce que nous voyons dans nos armées, c'est le reflet aussi de la faillite de l'État, la faillite de la République. Quelqu'un a dit tout à l'heure que, mais où sont les hôpitaux, etc., etc. Je pense que monsieur Bétas. Excusez-moi d'écorcher votre nom, mais je pense que c'est beaucoup plus complexe que cela. C'est beaucoup plus complexe que cela. Donc il faut, si nous voulons avoir une armée efficace, il faut que nous puissions aller vers une armée professionnelle pour associer les militaires aux différentes tâches de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse avoir encore des agressions extérieures ou alors préparer la guerre contre le voisin. Non, ça n'existe pas. Il faut vraiment réorienter l'armée en mettant l'armée au service du développement. Et je pense que ça me paraît beaucoup plus efficace que de vouloir avoir une armée qui serait suréquipée pour faire quoi, je n'en sais rien. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mon cher Jean-Pierre Bembo, très bonne émission. Merci beaucoup, c'est gentil. Monsieur Jean-Pierre Bembo, est-ce que
si jamais on dit que l'armée doit être une armée professionnelle, elle va se orienter vers des activités peut-être beaucoup plus productrices, est-ce que vous n'aurez pas mis à mal tous ceux qui aussi vivent sur la bête et se servent de la bête et justifient les sorties et des budgets extravagants en termes de défense du territoire national parce qu'ils ne pourront plus jamais vivre comme ils devaient vivre? Merci beaucoup. Moi, je crois que lorsque l'armée est professionnalisée, participe au développement, ça ne sera pas une armée budgétivore, hein, parce qu'ils vont produire et ils vont participer au développement de l'économie au même titre que tout le monde. Est-ce que vous n'allez pas priver de ressources et cet nombre de gens qui vivent au crochet de ces dépenses exponentielles? Est-ce que vous n'allez pas leur priver de ressources? Mais ça, c'est la mégestion. Ça, c'est la mégestion. C'est ce qu'on est en train de combattre par des temps modernes. Parce qu'en fait, je soutiens l'argumentaire de cet intervenant de tout à l'heure qui dit qu'il faut professionnaliser. C'est ce que nous voulons. Parce qu'en réalité, lorsqu'on intègre l'armée dans la dynamique de développement, je ne citerai pour preuve que ici chez nous, on avait ceux qui ont construit le boulevard. Alors, voyez-vous, mais ce sont les militaires. Ce sont les militaires. Le boulevard des armées. Le boulevard des armées, ce sont des militaires. Et c'est resté aujourd'hui un symbole. C'est quelque chose de bénéfique que l'on retient de notre armée. Et qui tient encore. Et qui tient encore. Voilà. Côté, alors que vous avez... Qui font des routes, voilà, qui, pendant qu'on est en train de construire, on n'est même pas arrivé à la fin. Ici, derrière, c'est en train de se dégrader. Ça, c'est ce que nous voulons de nos armées. Mais quitte à injecter pas seulement que ça. Quitte à injecter des gros budgets, simplement parce qu'on voudrait se maintenir au pouvoir et il faut mater les populations, c'est une erreur. C'est une mauvaise considération de la chose. Je voulais revenir sur un aspect tout à l'heure sur l'intervention des armées africaines pour soutenir le Mali. Mais je voulais dire que si cette armée, ces armées ne sont pas présentes, mais c'est la forte politisation de l'armée. Lorsqu'on a fait de l'armée le bouclier du pouvoir, mais comment voulez-vous qu'un chef d'État, par exemple, se dise, bon, je me libère d'un bataillon, soit pour aller soutenir. Non, ils n'ont pas la conviction. C'est un peu comme ce qu'on a vu, l'Union africaine. Je vais aller mourir, pourquoi? C'est comme ce qu'on a vu, l'Union africaine. Est-ce que les gens sont convaincus de l'Union africaine? Quels sont les objectifs? Est-ce qu'on est convaincu de perdre ses pouvoirs au nom du continent? Alors, donc, ce sont ces aspects, ce sont ces éléments qui concourent finalement à l'affaiblissement et qu'aujourd'hui, voyez-vous, la France a fini par voler la vedette et dit, bon, écoutez, je reste colonisateur, je finis, mais ça a été abondamment critiqué par certains, mais qui aujourd'hui, malheureusement, est venu sortir le Mali des griffes de ces islamistes. Monsieur Soni, je voudrais qu'on marque une toute petite pause. Non, je voudrais tout juste dire un mot. Pause. Non, une pause de publicité. Ah, d'accord. Parce qu'il faut quand même qu'on bouffe. Quand on parle d'armée, ils ne nous donnent rien là. Aujourd'hui, on évoque ici et là le manque de moyens pour expliquer parfois les déroutes de certaines armées nationales. Et puis, on indique aussi que l'armée dépense énormément d'argent et on ne comprend pas qu'une armée comme ça soit défaite très rapidement par une rébellion ou des rébellions menées par parfois souvent des anonymes qui ne viennent de nulle part. D'après l'Institut international de recherche pour la paix à Stockholm, ils indiquent que les dépenses mondiales en termes militaires ont cru et croissent de façon exponentielle depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui. On est quasiment à plus de 60%, sinon 70% de dépenses militaires. Paradoxalement, on voit aussi que les armées, notamment les armées africaines, disposent de peu de moyens pour pouvoir assurer la défense de leur intégrité. Comment oui, non, je disais avant la publicité que je parlais dans une première partie avant la publicité qu'il fallait des moyens pour l'armée. Mais cette fois-ci, je dis, ces moyens qui sont mis à la disposition de nos armées africaines ne sont pas aussi destinés directement
aux soldats, hommes de troupes ou encore aux officiers qui vont à la surveillance du territoire. Puisque nous avons des officiers hommes d'affaires et ces soldats qui vont parfois au front n'ont rien, parfois rien à manger. Le cas en RDC, le cas dans d'autres pays. Alors ces soldats sont obligés parfois d'arriver et de vendre leurs armes à l'ennemi parce que on ne peut pas faire la guerre, on ne peut pas surveiller le territoire national pendant des heures et des heures sans manger. Voilà pourquoi ces soldats sont obligés de vendre les armes. Bien qu'il y ait des moyens mis à la disposition, nous avons des... Bon, je ne parle pas peut-être de notre pays, mais il faut en parler. Si vous pouvez parler, il faut en parler. Il y a des généraux, il y a des colonels, il y a des... Je ne connais pas la disposition des grades correctement, mais je sais qu'ils sont des hommes d'affaires. Bon, ok. Alors, nous parlons des moyens. On dit que nos États mettent des moyens suffisants pour équiper leurs armées avec un objectif, assurer la défense du territoire national. Est-ce que ces équipements-là vont réellement à la défense du territoire national ou c'est peut-être destiné ou utilisé à d'autres fins et qui sont parfois dérobés par certains? Lorsqu'on sait qu'on peut débloquer de l'argent au trésor public pour aller faire nourrir les hommes de troupes, mais parfois ce qu'on a fait sortir, ce n'est même pas le quart ou le tiers qui arrive à nourrir les hommes de troupes, de chinchards et puis les boîtes de sardines, le temps d'attendre encore la ration. Oui, Sonny, Timothée a évoqué une question, bon, peut-être a mal présenté la situation. C'est une situation générale dans les armées africaines et très courante. Simplement parce que lorsque vous regardez, j'évoquais tout à l'heure la question du capitaine Camara, Dadis Camara en Guinée, qui a choisi de limoger les généraux qui étaient devenus commerçants. Vous allez regarder la même chose dans tous les pays africains qui ont connu par exemple des heurts après les contestations des élections. Mais le général Gueye était venu en Côte d'Ivoire pour nettoyer la maison. Malheureusement, pour le cas de la Côte d'Ivoire, c'est une armée qui n'avait aucune expérience de coup d'État par exemple. Mais est-ce que cette armée était une armée réellement capable de défendre son territoire national? Parce qu'en fait la question, ce sont les forts budgets qui sont affectés, mais pour quel rendement? Est-ce que les armes qui sont commandées arrivent aux destinataires, donc les soldats en question qui devraient défendre l'intégrité du territoire? Est-ce que l'argent qui sort des trésors nationaux finalement sert à acheter les armes? C'est toute la question. Parce qu'en fait, lorsque vous regardez, comment comprendre que les pays africains demeurent dans l'enclavement, demeurent dans la pauvreté, mais vous avez des budgets chaque année croissants. Donc, c'est comme je disais au début, c'est que le même problème qui se passe à l'armée, c'est le même problème qui se regarde dans d'autres secteurs. Parce qu'en fait, les investissements ne sont pas réellement des investissements commandés tels qu'on le veut, mais ça sert plutôt au détournement des deniers publics par les animateurs. Donc, en conséquence, vous finissez par avoir des armées faibles, des armées mal nanties, des armées mal gérées. Et qui, au bout du compte, parce qu'en fait, quand vous regardez, depuis qu'on a choisi parfois, un peu à l'instar de l'armée irakienne, qui, sous Saddam Hussein, lui aussi, s'était basé sur un corps qui servait à protéger le pouvoir. Donc, un bouclier, voilà tout le monde, chacun de son état, voilà, choisit un peu ce modèle ou peut-être c'est ce petit bouclier qui doit être mieux nanti, mais en réalité, au bout du compte, la fin, c'est qu'on a peur d'être débouté un jour par une armée, à l'instar de ce que nous avons vu à Madagascar, lorsque le président Ravalomanane et Didier Rattirac étaient en bisbille. Donc l'armée, quand elle dit, ça nous n'acceptons pas, bon,
voyez-vous, elle prend position, et puis, mais ça, on ne veut plus voir. Est-ce que les chefs d'État africains sont prêts de mettre des moyens dans des armées qui, au bout du compte, peuvent un jour les évincer? Alors, c'est toute la question. Mais l'argent, malheureusement... Pourquoi seulement imaginer un jour les évincer? Est-ce que c'est pas équiper cette armée-là pour assurer la défense d'intégrité? Il faut être convaincu que l'armée est républicaine. À l'époque du Zaïre, du feu président Maréchal Mobutu, la DSP aussi, c'était le corps d'élite, mais qui a fondu comme neige au soleil lorsque les troupes de Ndé sont rentrées. Pourtant, on disait, quand ils arriveraient à Kinshasa, ça serait la guerre des guerres. Bon. Je peux dire un mot sur ce point-là. D'abord, cette DSP, il faut voir, la hiérarchie, ces chefs militaires, c'était plus adonné au commerce. C'était devenu des grands commerçants. Rendez-vous compte, les mêmes chefs qui vendaient des tenues aux rebelles. Et le moyen destiné aux rebelles, ce moyen n'arrivait pas à destination. Non, les moyens destinés à l'armée régulière. À l'armée régulière n'arrivait pas à destination. Mais pourtant, ils allaient quand même dire que Papa Mokondi, vraiment... Mais pourquoi? C'est tout simplement, c'est la tribalisation de l'armée. Hein, on était entouré avec ses parents, ses siens, et tout ce qu'ils disaient, même quand ils trompaient, le chef est obligé de croire, parce que pour le chef, il fallait protéger notre pouvoir. Hein? Il y avait toute une armée pour pérenniser le pouvoir, défendre ce pouvoir. Et en fin de compte, cette armée a failli. A failli comment? A failli dans le désordre, manque de moralité. Et il y avait de l'impunité parce que c'était c'est une grande trahison. Hein? Vous êtes chef militaire, on vous donne 2 moyens qui sont destinés aux troupes qui sont au front, et cet argent n'arrive pas, vous n'êtes pas puni. Hein? On vous donne 2 moyens, disons, qu'est-ce que je disais, de ration, hein? Destinés aux militaires, mais c'est... Ça se retrouve au marché, hein? Et on ne dit rien. Voilà le mal. Tout cela, quand vous observez, vous faites l'analyse, ça a été l'aspect de la tribalisation de l'armée, soi-disant pour pérenniser son pouvoir. Donc, entre autres mots, il y a la tribalisation qui est aussi à l'origine des mots qui minent nos armées. Mais pourtant, les moyens sortent pour équiper, pour moderniser ces armées-là. Est-ce que ces moyens sont utilisés à bon escient ou ces moyens prennent d'autres directions? Peut-être qu'aussi qu'on équipe, on modernise ces armées. Comment l'expliquez-vous? Parce que lorsqu'on voit la déroute de l'armée centrafricaine, d'abord, ça ne date pas seulement de Bozizé, hein, puisque même à l'époque de Patassé, il a fallu faire appel à M. Jean-Pierre Bemba et puis d'autres aussi pour venir l'aider, y compris les Tchadiens. Pourtant, on met des moyens. Comment expliquer cela, Monsieur Castador? Les moyens sortent. Alors, indépendamment de l'aspect déjà évoqué des détournements de fonds, il faut voir que bien souvent, nos armées, enfin, le chef des armées, souvent le chef de l'État, il fait une distinction entre l'armée, qui est contrôlée par le chef d'état-major général, et sa garde présidentielle ou un corps d'élite à qui il offre beaucoup plus de moyens. Et l'armée est délaissée. Donc en fait, quand il y a par exemple une agression, c'est cette armée délaissée qu'on envoie. Parce que lui, l'arsenal militaire qu'il commande, c'est pour préserver son pouvoir. Donc du coup, quand il s'agit d'aller défendre le peuple contre une agression, même locale, les rébellions, ben, ils font des... Et souvent, comme nous savons que, comme tout le monde venait de l'évoquer, ces armées sont tribalisées. Donc, c'est le côté tribalisé qui est beaucoup plus équipé et le restant de l'armée est sous-équipé. Donc, indépendamment
des détournements de fonds qui englobent une bonne partie de l'argent destiné à s'équiper, mais il faut aussi voir cet aspect-là. Mon cher Labi, on met des moyens. Et lorsque arrive l'agression, on envoie, j'allais dire entre guillemets, la force régulière pour aller défendre une force régulière qui va sous-équiper ou qui va à reculons. Est-ce que le fait déjà de voir qu'ils vont vers un combat perdu d'avance ne peut pas les démotiver pour aller faire face aux ennemis ou à l'adversaire? Monsieur Chenil, un soldat, enfin disons un militaire, lorsqu'il va au front, il va pour la patrie, pour mourir, pour reprendre le slogan de nos forces armées congolaises ici, vaincre ou mourir. Ça, je crois avec Marien Ngouabi, même jusqu'aujourd'hui, vaincre ou mourir. Mais on ne peut aller au front et seconder ce slogan, vaincre ou mourir, lorsque on sait que moi je vais effectivement pour défendre la nation, que les moyens mis à la disposition, à ma disposition ne sont pas détournés. Si les moyens sont détournés par mon chef, si j'avais 3 pains la journée et que mon chef hiérarchique me donne un demi-pain, moi je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je donne mon arme à un paysan et je tourne. En fait, en plus, il me prive de copines dans la cité, de bière et tout ça. Le nœud de problème, c'est lequel? Et je l'ai dit toujours. Tout à l'heure, je vous disais qu'il faut des moyens pour l'armée. Et c'est juste dans toutes les armées du monde. Mais une chose, nous devions condamner. Ce que nous devions condamner. L'évolution, les dépenses, chaque seconde dans le monde, les dépenses militaires représentent près de 41 millions d'euros par seconde. 41 voilà. Donc ça veut dire qu'il y a de l'argent. Mais un jeune Français qui va en Irak, un jeune Américain qui va en Irak, ou bien tout à l'heure pour le cas du Mali, un jeune Français qui vient au Mali, il sait, je viens parce que j'ai les équipements, je viens parce que je suis nourri, je viens parce que c'est la patrie. Non, mais chez nous devions condamner, il faut le dire aujourd'hui que nous devions condamner ça, que ce soit en RD Congo, nous avons ici, que ce soit chez nous, que ce soit en Centrafrique, nous ne devrions plus avoir les officiers supérieurs, les opérateurs économiques. C'est ça le grand débat avec lui. Est-ce que ces débats-là est le même en Centrafrique, en RDC ou au Mali? Est-ce que c'est le même au Burkina Faso? C'est ça la question. Voilà, parce que ça la question. Si on singularise, on risquerait de s'égarer. Enfin, est-ce que c'est le même débat alors que on vient de voir, pour le cas du Mali, le Congo n'y est pas, pour le cas du Mali, même si on a fait un peu d'intermédiation pour aider à la facilitation. 400 hommes, le Sénégal envoie. 100, juste pour servir d'appoint. Et pour mobiliser 100 personnes, 100 militaires, on prend quasiment 1 mois. Là où les Français font tout pour faire décoller, y compris les avions à Toulon, y compris mobiliser les bases au Gabon, au Tchad, etc., pour venir aider le Mali. Comment l'expliquez-vous? Alors, comment l'expliquer, Sony? Voyez-vous, le militaire français qui arrive, ce qui fait la confiance, ce n'est pas la nourriture, c'est d'abord son équipement, son matériel. Il sait que je suis assez armé, j'ai un matériel, peut-être pas de dernier cri, mais j'ai un matériel qui m'inspire confiance. Qui coûte cher d'ailleurs pour l'État. Ça c'est autre chose. Vous pouvez avoir votre arme de poing, mais vous êtes sûr que je suis en face de moi, j'ai un homme professionnel, je ne suis pas sûr qu'il tienne le coup parce qu'on va à la professionnalisation de l'armée. En faisant quoi? Un civil ne va pas gérer un front comme un militaire, mais le militaire sait
il a été instruit sur la physique militaire, les projectiles, le type de canon, quel genre d'armes utiliser à tel ou tel autre type de combat. Enfin, notre croit sur les fétiches. Et bon, malheureusement, mais si la question est de savoir pourquoi ces budgets qui sont en permanence croissants ne leur donnent pas l'équipement nécessaire. À la limite, il faut dire que c'est soit le détournement des fonds, soit encore on peut acheter des armes, mais qui malheureusement ne sont pas sorties à des fins utiles, simplement parce qu'on attend plutôt son service lorsqu'on sent sa sécurité personnelle être menacée. C'est ça la question. Voilà pourquoi la vraie faiblesse de nos armées, la politisation de l'armée et la tribalisation des armées. Bon, pour parler du cas de l'Afrique en face de la situation malienne, mais simplement parce que on n'est pas arrivé un peu comme au sommet du processus de l'Union africaine. Est-ce qu'il existe une armée de l'Union africaine? Est-ce qu'il existe des moyens qui sont mobilisés? Un compte qui mérite d'être parfois touché lorsque on sait qu'on va faire intervenir chaque pays d'être en train de se cotiser, alors qu'ils ont des problèmes internes. Vous avez des problèmes d'adduction d'eau, vous avez des problèmes de santé, vous avez des problèmes de l'école. Bon. Mais l'Union africaine a un mécanisme de sécurité. Est-ce qu'ils se sont prononcés? Combien de temps plus tard? Ils ne se prononcent pas. Tous les chefs d'État, ça se caresse, ça se regarde, ça se cajole. Très bien. Monsieur Jean-Pierre, vous voulez réagir rapidement? J'aimerais parler sur le plan interne. Nous parlons de tribalisation. Mais il y a aussi, dans la tribalisation, il y a un problème d'utilisation des ressources humaines. Oui. Hein? On nomme pas les gens en tenant compte de leurs compétences. Voilà. Donc, cette utilisation. Des frustrations. Il y a des frustrations dans chef qui devient général et puis après qui doit commander. Dans peu de temps, il devient général, alors qu'il y a des gens qui sont bien formés, d'autres qui sont sortis même à Saint-Cyr, mais on n'a jamais pensé. Commandé par quelqu'un. Hier, comme ils appellent. Il y a ce problème-là. Question. Est-ce que ce n'est pas parce que le patriotisme, n'est-ce pas, a déserté quasiment les rangs des hommes en treillis, que l'on peut aussi dire que défendre sa patrie devient quelque chose d'assez exceptionnel. Si déjà on n'arrive pas à défendre sa patrie, parce qu'on n'est plus patriote, comment irons-nous verser notre sang pour un pays dont on ne sait pas si on a des acquaintances, où vous n'aurez même pas une médaille, une légende. Est-ce que ce n'est pas le patriotisme qui quitte les hommes en armes? C'est un mot qui disparaît dans le vocabulaire africain. Ah. Il disparaît. Parce qu'il faut voir comment les hommes politiques sont en train d'acter. Est-ce qu'eux, ils sont patriotes? Moi, je n'ai pas vu, je ne sais pas, peut-être que j'ai mal suivi les images. L'armée malienne qui est en train d'aller reconquérir son territoire. Vous avez vu devant son char le drapeau? C'est ça les éléments. Est-ce qu'il a un char? Bon, enfin, ne serait-ce que devant. Mais moi, j'ai vu cependant flotter le drapeau des islamistes, de ces rebelles, qui, lorsqu'ils sont arrivés à Tombouctou ou à Gao, la première des choses, c'est porter le symbole. Mais nos armées. Alors, voyez-vous, vous avez quand même vu cette image où l'armée française a conquis, et puis après, on envoie le soldat aller remettre le drapeau malien. Mais alors qui le fait? Je vais vous demander votre réaction. Lorsque François Hollande dit que l'intervention française est comme une espèce de dette morale qu'on vient payer au sang versé par les Africains lors de la Deuxième Guerre mondiale, ça vous choque? Vous applaudissez ou bien vous pensez que lui, ils avaient raison d'aller sur ce prétexte-là? Non, Hollande n'a pas raison. Parce que la première ou la deuxième guerre mondiale, il s'agit des nations, des États. Mais le problème du Mali, c'est un problème intérieur au Mali. C'est un problème... non, il justifie l'intervention française comme étant une dette pour ne pas que l'on pense à une guerre de conquête, de recolonisation. Mais non, mais c'est ce que je veux dire. Il y a quelques esprits. C'est ce que je veux dire. S'il parle de récompense, anticolonialiste, récompense, c'est parce que, bon,
pendant la deuxième guerre, les deux guerres mondiales, il veut parler de ces guerres mondiales où il y a eu des Maliens ou les Africains qui sont allés défendre la France. Mais le cas de Mali, ce n'est pas un problème d'un pays qui a annexé le Mali, un autre pays qui a annexé le Mali. Il s'agit d'un problème interne. Ah non. Mais voilà. Très bien. C'est pas un autre pays. Les islamistes ne sont pas venus que du Mali. Ils sont partis de partout du monde. Ils sont des Maliens du Nord. Bon, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'islamisme n'est pas un problème interne à un pays. L'islamisme est un mouvement mondial. Voilà. L'islamisme est un danger pour l'humanité. Et je crois que, et je salue la démarche de François Hollande. Si François Hollande n'était pas intervenu, nous voyons bien que les armées africaines sont incapables. Ils n'ont pas été capables de reconquérir l'intégrité territoriale du Mali. Manque de matériel. Encore que ce n'était pas tout le Mali qui avait été... Oui, juste une partie. Ils n'ont pas été capables. Et qui sait que n'eût été l'intervention de la France, les rebelles seraient peut-être aujourd'hui à Bamako, plutôt les islamistes. L'islamisme est un danger pour l'humanité. Et par rapport à ça... On parle de l'islamisme... Je ne parle pas de l'islam. Hein. On parle de l'islamisme et puis après on parle de terroristes, de terrorisme qui justifie l'intervention. Parce qu'en aucun cas on a dit nous allons en guerre contre l'islamisme ou bien l'islam ou bien les qui le terrorisme conquéri. Mais nous allons en guerre contre les terroristes. Donc les terroristes sont devenus une espèce que l'on doit pourchasser partout, y compris en mobilisant autant de moyens et d'État. Oui, je voudrais revenir sur les propos du président Hollande. J'aurais voulu simplement qu'il s'arrêtât à dire qu'ils sont venus aider les Maliens à reconquérir. Mais ce n'est pas pour payer la dette. Parce qu'à ce que je sache, les tirailleurs ne sont pas... Oui, enfin, puisque c'était pour tous ceux qui partaient d'Afrique. Ils ne sont pas allés par leur propre chef. C'est sous le coup de la colonisation, ils ont été embrigadés de force. Non. Donc, si seulement... ce côté-là, ça coince un peu. Ce n'est pas ça. Mais la France a eu... Non, mais ça donne aussi bonne conscience aussi, hein, à celui qui vient vous aider. Non, ce n'est pas ça, malheureusement. Moi, je ne vois pas ça dans ce sens. Mais elle avait la toute bonne raison de venir aider un pays parce qu'en fait, la lutte est contre ces terroristes qui sont en train de conquérir, comme venait de dire l'autre tout à l'heure. Ça devient un mouvement mondial qui est en train de sévir. Il faut l'arrêter. Partout, ils essaient de s'organiser. Il faut essayer. Et ils sont venus avec les moyens nécessaires pour donner du répondant. Mon cher Jean-Pierre, est-ce que lorsqu'on désigne, quand on vous donne un vocable, vous êtes des terroristes, on peut justifier l'intervention, alors on peut poser à peu près les mêmes actes que ceux des actes qui sont posés, par exemple, par le M23 en RDC. Si on avait désigné le M23 comme étant des terroristes qui sont en train de prendre une partie de l'RDC, est-ce qu'il serait justifié une intervention de la Belgique, puisque... merci beaucoup. Je crois que... C'est le vocable qui justifie, c'est une arrière-pensée... non, je crois que le vocable a beaucoup justifié l'intervention de la France au niveau du Mali. Donc on décrète que c'est des terroristes. Oui, des terroristes. Bon. Comme a dit notre ami Castagnot, c'est un danger mondial. Il faut arrêter ce flot-là. Alors que le cas de la RDC, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Le cas de la RDC, même si, comme on dit, c'est une guerre économique, mais il n'y a pas cet aspect de terrorisme. Voilà pourquoi, jusqu'à ce jour, ni la Belgique, ni la communauté européenne n'intervient pas. Donc c'est une affaire interne, on laisse... Mais c'est comme ça. Ça permet le pillage indolore des ressources dans cette zone-là. Et après, voilà, c'est là se pose le problème de l'organisation de l'armée, si on avait une armée efficace. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il faudrait qu'on fasse une distinction entre la rébellion et le terrorisme. Les rebelles, tels que dans le cas de la RDC, ce sont des rebelles.
Mais dans le cas du Mali, ce ne sont pas des rebelles, ce sont des terroristes qui prennent des gens en otage, qui mettent les bombes partout, qui tuent des innocents. Je ne dis pas que quand il y a des rébellions, il n'y a pas aussi des... Mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même démarche. Donc vous êtes beaucoup plus sensible et votre émotion est touchée lorsque on dit « Ah, il y a des terroristes qui sont en train de... » Et là, on peut mobiliser la communauté internationale. Ben, oui, pas seulement des rébellions, non. Oui, parce qu'en fait, voyez-vous, les questions internes à un pays, d'où viennent-ils, quelles sont les origines? Lorsque chez nous, généralement, c'est des questions liées à la contestation des élections, à la gestion du pouvoir, à la gestion économique. Il y a une frange de la population qui se lève pour essayer de contester le pouvoir. Ici, on essaye de mater, de l'autre côté, on organise la résistance. Ça, c'est un peu différent. Le vocable, c'est vrai que ici, a beaucoup compté, parce que lorsque vous regardez ces mouvements terroristes, ils sont partis de partout dans le monde. Les djihadistes sont partis de partout parce que pour eux, ils se disent, nous allons nous installer au Mali et désormais, on va commencer à imposer la charia et autres. Oh, c'est ce que les autres n'acceptent pas. Voyez-vous, ils sont venus. C'est vrai qu'il y a eu le mouvement Touareg qui était interne et qui prêchait l'islam et voulant construire sous le modèle de l'islam, ce qui est différent de l'islamisme, parce que là-dedans, il y a le terrorisme, donc les mécanismes de contestation requièrent des moyens qui viennent beaucoup plus d'Al-Qaïda et les autres, qui sont un peu comme on peut appeler des forces obscures, donc qui essayent de gagner le monde entier. Bon, comme la communauté internationale crée des conditions pour essayer de résister, c'est ce qui justifie effectivement la mobilisation de tous ces moyens. Mais à la différence des crises internes liées à la gestion du pouvoir et à la gestion ou au partage du pouvoir dans un pays. Mon cher Rebetas, comment pouvez-vous expliquer que les rebelles soient parfois suréquipés et plus de moyens, et parfois de moyens sophistiqués, au point de mettre en difficulté l'armée légale ou régulière, comment l'expliquer? Ça, c'est les politiques qui sont conçues au niveau international, soit parce que à quelque niveau que ce soit, on conteste. Vous avez connaissance de Séléka avant qu'on aille à Libreville? Mais la République centrafricaine, chaque 4 ans, vous produit ce genre de scénario, à moins de ne pas suivre l'actualité centrafricaine, sinon, depuis que ça a commencé. Bon, voilà pourquoi je disais toujours, en me référant sur la pensée de Maurras qui dit, tant que l'on tuera les voleurs, il ne se perpétrera plus de vol sans meurtre. Voyez-vous? Donc, tant qu'on continuera à vouloir s'imposer par la force et s'appuyer sur l'armée pour mater une population mécontente, un chef n'est pas là pour créer des problèmes, mais un chef est plutôt fait pour gérer et régler les problèmes. Monsieur Soni, non, je voudrais parler des rebelles qui sont toujours sur armée qui arrive à mettre l'armée régulière. Il y a deux niveaux. Le premier niveau où il y a une complicité interne à travers ces mêmes chefs militaires qui sont à la fois chargés de diriger les troupes à l'intérieur du pays et les mêmes sont en train de vendre les équipements aux rebelles. Tourner les équipements pour les vendre. Où il y a le deuxième niveau, c'est le niveau de complot international. Et pour le cas de la RDC, nous sommes, je crois tous au courant que la RDC est annexée à l'Est par les pays voisins qui sont à leur tour à la solde des puissances internationales pour des raisons que vous savez, économiques. Parce que l'Est de la RDC dispose d'énormes richesses économiques et sur ce plan-là, effectivement, il faut que ces rebelles soient équipés pour faire face à l'armée régulière qui, très souvent moribonde, n'arrivons pas toujours à mater la rébellion. Et à ce moment-là, nous connaissons tout ce que nous sommes en train de connaître. Monsieur Jean-Pierre. Merci beaucoup. Moi, je crois qu'ici, nous devons nous poser la question, quelles sont les causes? Pourquoi cette guerre? Quelles sont les causes de cette guerre?
Et je crois qu'on peut retenir ici deux causes. Allô. Oui, bonsoir. Allô. Oui, on vous écoute. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. On vous écoute. Victor. Je souhaiterais intervenir dans notre débat. Allez-y. Cette parole va poser une question très pertinente. Pourquoi les réseaux sont souvent surarmés que l'armée régulière? Je crois que la raison, je crois que c'est beaucoup plus les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Voyez-vous, lorsque le président Kabila est arrivé au pouvoir, il a utilisé les mêmes méthodes. Et lorsqu'il a eu le pouvoir, il aurait dû s'arrêter et réorganiser l'armée. Il ne l'a pas fait. Il a refait la même politique que le Boutou. Voilà que ceux qui se sont délaissés ont créé la rébellion. Ils ont bénéficié du même soutien que lui, il avait. Et la même chose au niveau de Bangui. Vous constaterez toujours qu'aucun président africain ne pense utiliser la technique de Mandela. Mandela a souffert sur les blancs, mais lorsqu'il est arrivé, il a plutôt, il s'est mis à la hauteur pour unir le peuple pour la bonne cause. Pour la bonne cause, je crois que tout le monde a compris cela. Moi, je développement du pays. Ok. Et or, nous constatons qu'on n'a pas d'armée, nous n'avons pas de milice. Et lorsque vous demandez qu'ils veulent se défendre, ils vont défendre quoi? Qu'ils se veulent. L'armée va défendre quoi et qui? Pourquoi? On a dit le patriotisme, espèce de voie de disparition au sein des forces armées africaines. Défendre qui? Le pouvoir, un régime, un membre de sa tribu, ou défendre l'intégrité territoriale. Est-ce que les missions n'ont pas changé et qui font que, face à cela, même les hommes de rang ou les hommes de troupe comprennent qu'ils ne savent pas à quel sens se vouer, mon cher Cazador? Oui, je voudrais d'abord revenir sur les raisons pour lesquelles les rebelles sont plus équipés souvent que l'armée régulière. D'une part, ça a été dit ici, ils bénéficient des complicités internationales pour des raisons diverses, notamment économiques. Et d'autre part, bien souvent, dans les zones où ces rebelles sont, ils regorgent certaines richesses et ils font un trafic qui leur permet d'avoir des moyens de se doter en armement. On a vu, ça a été le cas de l'Angola, de la Renamo, etc. C'est aussi le cas un peu au Centrafrique, etc. Donc en RDC, il y a cette zone de l'Est, qui est une région très poreuse, frontière très poreuse. Il faut savoir que... C'est un scandale géologique aussi. Oui, qui regorge de richesses. Les conflits dans cette partie-là de l'Est du Zaïre ne datent pas d'aujourd'hui. De la RDC. Ne datent pas d'aujourd'hui. Tout le monde est entré par là, Che Guevara est rentré par là, ça a toujours été une zone... Il n'est pas rentré par là pour aller piller. Non, il n'est pas rentré, non, je parlais que c'était... Oui, tout à fait, mais je veux dire qu'on y accède beaucoup plus facilement que partout ailleurs. Alors, donc, voilà à peu près les deux raisons. Maintenant... Il est même arrivé jusqu'au Congo-Brazzaville. Absolument. Par la partie nord, à un moment. Absolument. Alors, donc, pour revenir à la dernière question, nous avons dit ici que les armées africaines n'ont pas pour rôle de défendre l'intégrité du territoire, ils ont plutôt pour rôle de défendre le pouvoir en place. C'est ce qui se passe la plupart du temps. Donc, du coup, comme ce ne sont pas des armées républicaines, ils sont souvent tribalisés. Voilà pourquoi ce sentiment... bien sûr équipé. Quand on veut défendre
un pouvoir ou un système, Oui. on est équipé. Donc il y a quand même là une contradiction de ne pas mettre les moyens sur ceux qui sont censés défendre votre pouvoir. Mais eux, ils sont équipés, mais sauf qu'ils ne sont pas suffisamment formés parce que ce ne sont pas des militaires qu'on a mis là pour défendre l'intégrité du territoire. On les a cooptés parce que ils sont de la même région, de la même ethnie, et souvent ils ne sont pas formés. Ils ont beaucoup plus confiance à leur gris-gris qu'ils mettent sur les bras, etc. Voilà. Je voulais dire ceci. Il est question de voir aussi, d'une manière générale, les causes de ces crises, par exemple en RDC ou en RCA. Je crois qu'il y a deux raisons, deux causes essentielles. D'abord, l'aspect politique. Par l'aspect politique, je vois le respect de la démocratie. Parce que si la démocratie est respectée comme telle, il n'y aura pas d'agitation, il n'y aura pas de rébellion pour avoir le pouvoir. Il n'y aura jamais de rébellion. Deux, des raisons économiques. Quand vous gérez un pays comme la RDC, par exemple à l'est du pays, pourquoi cela se répète souvent? C'est pour des raisons purement économiques. Et je crois l'avoir dit ici. La région, par exemple, du Kivu, la région de l'Est, c'est le chantre mou de la RDC. Le chantre mou de la RDC. Et les gens viennent pour s'enrichir. Et c'est un peu de voir, de passer dans le pays voisin comme le Rwanda. Le Rwanda, plus précisément, si vous allez, vous serez surpris. La plupart de richesses, ce sont des richesses qui ont été prises à partir de la rébellion. Les Rwandais en bénéficient, ça leur profite beaucoup. Ce qui est malheureux. La question, c'est à qui profite le crime, c'est ça? Oui, donc, ça profite plus aux Rwandais. S'il y a une organisation, on comprendrait que les autres aussi profitent de cette organisation, soit pour se sucrer. Mais j'ai pu lire une tribune de Madame Louise Machikambo, qui est ministre rwandaise des Affaires étrangères, qui dit on accuse le Rwanda sans preuve, et elle a fait la démonstration. Donc nous n'allons pas rentrer dans ce détail là, mais je pense que la question aujourd'hui, qui paye la facture, qui paye l'ardoise, c'est bien. En Centrafrique, les Congolais sont partis. Monsieur Labi, les Congolais sont partis pour défendre. Oui. Les Tchadiens également, n'est-ce pas? Au Mali, la France est partie. Il a dit, nous n'allons pas rester indéfiniment, nous allons partir. Il ne reste plus qu'à sécuriser la défense de l'intégrité du territoire. Ça, c'est acquis. Maintenant, il ne reste plus qu'à sécuriser. Donc à vous, Tchadiens, Guinéens, Burkinabés, de prendre la relève. Oui. Question. Qui paye? Mais qui paye? Ce sont les pays qui envoient les troupes qui payent, parce que vous n'avez pas entendu le dernier sommet de l'Union africaine, le président sortant de cette institution panafricaine, le président Yahi Bouni, parlait du montant. En fait, l'ardoise ou bien l'aide qu'ils ont demandé au Conseil de sécurité, encore à l'ONU, ça fait des milliards et des milliards de francs CFA. C'est pour dire que nos pays ne pourront jamais aller au Mali, nos pays ne pourront jamais aider les autres, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de moyens pour le faire. Quand ils le font, c'est aller s'endetter ou encore demander l'aide de l'Union africaine. Tout au moins, le dernier sommet de l'Union africaine, vous avez suivi comment est-ce que on a demandé l'aide. Je ne sais pas si cette aide-là sera accordée, mais la France n'a pas attendu l'aide des Nations Unies à l'endroit de l'Union africaine pour agir. Donc c'est pour dire que... Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'elle va récupérer aussi le fait d'avoir envoyé
ces fantassins. Qui va payer le kérosène? Mais il n'y a pas d'amis. Les cartouches. Oui, il n'y a pas d'amis. Les bombes qui ont été. Il n'y a pas d'amis. Croyez-moi, Monsieur Sony, que la France sait comment récupérer toutes ces pertes. Très bien. Donc, il a déjà équilibré, puisqu'il a équilibré le sang versé à l'époque coloniale. Maintenant, peut-être il ne verse pas le sang, mais il aide le Mali à recouvrer son intégrité territoriale, mais il se fera payer à la caisse. J'ai posé la question d'où viennent les armes. Est-ce que nous n'étions pas au courant qu'une partie de l'armement est la conséquence de ce qui s'est passé en Libye? Mais, qui a équipé? Effectivement, Sony, c'est une très belle question. Qui équipe? Ce sont les mêmes pays sauveurs aujourd'hui qui ont les plus grosses industries d'armement. Mais si seulement ils ne voulaient pas que chez nous il y ait ces troubles, que chez nous il y ait ces désordres armés, mais ils verrouilleraient. Mais voyez-vous, c'est une très grande duplicité, une très grande complicité à l'intérieur. Pourtant, ils sont conscients. Ils ont les services les mieux outillés, ils ont les services les mieux équipés. Savoir, le filon, ils le connaissent. Mais c'est un grand marché. Comme ce qu'on disait tout à l'heure sur le cas de la RDC. Vous avez le M24 qui arrive, avec le M23, excusez-moi, avec un armement parfois à étonner ceux de l'armée régulière. Qui paye? La communauté internationale est responsable. Encore que moi, je ne connais pas la composante de la communauté internationale. Lorsque un veut défendre ses intérêts, il parle au nom de tout le monde. Mais le tout le monde, c'est qui? Voyez-vous? Là aussi, bon. Ce sont eux sauf nous. On me fait signe que nous arrivons quasiment au terme de cette émission. Et je voudrais juste poser la question. Elle peut peut-être paraître provocatrice. Quel type d'armée pour l'Afrique? Est-ce que ne pas seulement imaginer qu'il n'y ait pas seulement d'armée, un point, un trait, et que l'on consacre nos moyens, n'est-ce pas, au développement de nos pays? Quand dans les armées africaines, vous avez 40 ou 60, 70, 80, 100 généraux, et pour une armée peut-être même pas de 50 000 hommes, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Je réponds. Non, une nation ou un État a toujours besoin d'une armée. Maintenant, c'est à nous d'organiser cette armée. C'est à nous de dire que c'est une armée nationale qui doit être structurée selon les normes, selon la représentativité nationale. À ce moment-là, le peuple reconnaîtra et s'appropriera de cette armée. Si on ne le fait pas, ça veut dire que nous n'aurons pas toujours d'armée stable, armée au service de la nation. Mais sinon, en tant qu'État, en tant que nation surtout, il nous faut une armée. Mon cher Cassador, alors, la Suisse n'a pas besoin d'armée. Voilà, c'est ce que je voulais dire, mais tu m'as dévancé. Même si le pape aujourd'hui est en train de la Suisse est un exemple d'un pays qui fonctionne. Il y a des pays nordiques qui ne sont pas sans armée. Qui n'ont pas des budgets exponentiels pour... Mais une fois que cela a été dit, je suis d'accord que dans un pays, il faut une armée. Qui veut la paix doit préparer la guerre. Il faut une armée. Cependant, il faut une armée républicaine dans un état de droit, respectueux du droit, où personne n'est au-dessus de la loi. Du droit. Et mon cher, sans vous interrompre, tout simple, vous pensez aujourd'hui qu'entre Européens, ils peuvent avoir la guerre demain? Entre la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne? Je ne le pense pas. Ils ont déjà payé assez cher. C'est possible. Enfin, pour l'instant, rien ne permet de le dire. Mais rien n'est impossible. Ils veulent la paix, prépare la guerre. Non, mais c'est justement pour relever ça. Mais je veux juste dire que l'armée est utile. Une armée est utile. Mais l'armée est utile. Il faut cependant, dans notre cas, non seulement créer une armée républicaine, professionnelle, mais il faut que cette armée, qui est un gouffre financier, il faut le dire, rende des services au peuple.
assure l'aménagement du territoire, la construction des routes, etc. En tout cas, participe aux tâches de développement. Une armée de métier. Pour se rendre utile parce qu'il n'y a pas d'agression extérieure. Et puis, la deuxième chose, vous voyez, hein, si vous regardez le ciel, il n'y a plus d'étoiles au ciel. Tout arrive dans les épaules. Donc il faut une armée, non pas la pyramide renversée où il y a plus des étoiles et moins de combattants. Il faut qu'il y ait une armée où il y ait beaucoup de combattants et peu d'officiers. Et encore, il faut dire, hein, quand il y a des guerres ou moins, on ne les voit pas, ces fameux officiers qui prennent toutes les étoiles du ciel. Bon, vous avez une façon d'illustrer, vous voulez dire que ce sont les grades généraux, c'est ça? Encore qu'à ce niveau, je ne partage pas cette façon de voir, simplement parce que lorsque nous lisons la plupart des textes réglementaires, chacun a le droit à l'épanouissement. Est-ce que nous allons empêcher aux soldats d'avancer régulièrement, d'avancer normalement? Mais ce que nous combattons, c'est la tricherie. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas de mérite, c'est à la va-vite qu'on fabrique un officier. Ça, c'est ce qui est à reprocher. De la même façon, il disait tout à l'heure qu'il faut qu'on professionnalise l'armée à faire ce que... C'est pour dire quoi? Qu'au bout du compte, elle ne sert pas. Mais puisque au bout du compte, elle ne sert pas. Puisque dans d'autres secteurs... Excusez-moi. Lorsqu'on va les amener à créer la route, à construire les routes, ou à faire l'agriculture... Si ça n'a pas lire une carte. Mais ceux qui étaient formés à cela vont faire quoi? Voyez-vous, vous avez posé la question entre-temps. Je me dis que non, il faut savoir gérer le temps, savoir gérer les moyens dont on dispose. L'armée l'a fait au temps de Mariam Ouabi, au temps de président. Vous êtes à quelle année? Je crois que vous n'allez pas répartir. Cette armée, c'est la même armée qui a... Timothée Labimebou, nous sommes au 21e siècle. Alors qu'on continue à travailler avec la pelle là où les autres utilisent d'autres types d'engins. Non, il ne faut pas faire comme ça. Voyez-vous, je crois qu'il faut utiliser rationnellement les moyens dont on dispose en tenant compte des besoins. C'est la prospective, n'est-ce pas? Donc je crois qu'il faut rendre, si on a besoin d'une armée, pour des besoins... Il nous regarde du ciel. Si on a besoin d'armées, pour des besoins de parade... Ils peuvent localiser là où se trouve le danger. Et puis après, ils envoient les drones et ça bombarde. Donc on est à envoyer quelqu'un se positionner à Makele qui voyez-vous pour voir. Non, il y a un point là. Monsieur Jean-Pierre. Merci beaucoup. Je crois qu'au début de cette émission, j'ai bien dit que l'armée, c'est l'un des services publics le plus important de l'État. C'est un service public comme tout autre. Le problème aujourd'hui, c'est plutôt de revoir, de refaire cette armée, de réfléchir comment organiser cette armée, que cette armée soit importante dans le cadre de tous les services publics et non pas pour déranger les civils, qu'il y ait des bons rapports entre l'armée et la population civile. Et j'ai dit tout à l'heure, il y a une ONG américaine qui avait organisé des séminaires, je crois que c'est au Ghana, toujours les rapports entre la population civile et l'armée. On doit revoir comment organiser cette armée, éviter, et nous avons longtemps parlé de ça, éviter la tribalisation et savoir utiliser les ressources humaines. Savoir utiliser les ressources humaines au niveau de l'armée, bien sûr. Alors, j'ai posé comme ça par hasard une question à un néophyte pour qu'il nous dise quels sont les mots qui minent les armées africaines. Bon, il m'a donné une liste, je vais vous en donner. Vous me direz si parmi cette liste-là, ça correspond et ça sera peut-être le mot de la fin. Alors, tribalisme, favoritisme, planisme et clientélisme. Et pour eux, c'est une armée au service du pouvoir et non du peuple. C'est une armée qui assure la défense des intérêts partisans et non ceux du peuple. Une armée formée pour la répression et non pour la défense de l'intégrité physique du territoire. Une armée politisée et non apolitique, c'est ce qu'ils aimeraient. Une armée qui promeut les incompétents sur les bases subjectives et non sur les compétences. Une armée pléthorique à pyramide renversée avec plus d'officiers supérieurs que d'hommes de troupes. C'est ce que vous venez de dire. Une armée indisciplinée. Ils ont pris l'exemple
les bérets verts contre les bérets rouges au Mali, qui se battent alors que des troupes étrangères sont venues pour les défendre, pour les aider à sortir des difficultés. Parmi ces énumérations, peut-être qu'il en a omis. Je dirais juste que ce néophyte est éclairé. Merci. Il a tout dit. Il a tout dit. Il a tout dit. Alors donc l'idéal serait que tout ce que ce néophyte-là a dit, que ça soit pris en compte pour que l'on mette en place des armées réellement ou véritablement républicaines au service du peuple, défendant l'intégrité physique et territoriale du pays en cas d'agression extérieure, si agression il y a, parce que depuis 50 ans, jusqu'à ce jour, on peut faire les statistiques, les conflits sont souvent des conflits internes, soit de lutte, de conquête de pouvoir, et non d'agression extérieure qui nécessiterait que l'on positionne autant d'hommes pour défendre les frontières du pays et qu'on engloutisse autant de milliards pour s'équiper en moyens. Mais les militaires qui nous écoutent ce soir, ils doivent avoir le béret retourné parce qu'ils se disent, ceux-là, si on leur donne le droit un jour de diriger nos États, ça ne serait pas les hommes qu'il faut, parce qu'ils ne voudront jamais qu'il y ait une armée dans ce pays. Ce n'est pas ce que nous avons dit. Nous voulons une armée disciplinée, républicaine, mais qui aussi accomplisse les missions de service public, puisqu'on a cité des exemples ici, que de l'armée qui était performante. Nous les avons vus parfois à Jacob, à l'époque on l'appelait Jacob, aller faire une école des champs, donc couper des cannes à sucre pour aider à ce que la société Sunari, n'est-ce pas, puisse augmenter sa production de sucre. Mais depuis, c'est l'armée festive, hein, où l'on danse en bois, on s'élève et on ne s'occupe pas trop de l'intérêt national. Bon, vous m'excuserez, comme il se fait tard, on a été un peu débordant. Merci pour cette reprise. La semaine prochaine, nous revenons sur ce plateau, même jour, même heure. Ça sera mardi prochain. Le temps de vous indiquer le thème de mardi prochain. Entre blocage et agitation, quelle est la place du secteur privé dans la modernisation de l'économie nationale? Alors, je ne sais pas si la grève a été levée ou bien le concert de casserole sera d'actualité demain devant le ministère de l'économie et des finances, de la part des certain nombre d'opérateurs économiques qui se sentent floués. On espère que non. Et nous allons peut-être interpeller ces opérateurs privés pour qu'ils nous disent si réellement ils peuvent apporter leur contribution à la modernisation de notre pays, parce qu'ils sont toujours pris en écharpe et on se demande à quoi ils servent. Et les vrais opérateurs. Mon cher Labi, vous n'avez plus la parole, je vous ai retiré la parole, j'ai conclu, je vous dis merci. Rediffusion vendredi prochain à partir de 15h sur la DRTV, votre chaîne de proximité. Bonsoir chez vous, bonsoir Labi, bonsoir Cassador, bonsoir Monsieur Bembo, bonsoir cher ami Ebetas. Générique.